Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 25 février 2021 et les indices américains ont terminé la session d'hier en territoire positif après que Jérôme Powell, lors de sa seconde journée d'audition, ait quelque peu apaisé les marchés en réaffirmant la politique de la Réserve fédérale américaine. Il a également écarté tout risque inflationniste. Et le S&P 500 a donc gagné 1,14%, le Nasdaq progresse de 0,99% et le Russell 2000 gagne 2,38%. Et on retiendra le Dow Jones qui gagne 1,35% et marque un nouveau record historique grâce notamment à la surperformance des valeurs cycliques. On en a parlé, ces valeurs cycliques qui profitent pleinement de cette hausse du marché obligataire. En Asie, les actions gagnent du terrain également, avec tout d'abord en Australie le S&P ASX 200 qui gagne 0,8%. Au Japon, le Nikkei progresse d'1,7% et le Kospi coréen gagne plus de 3%. À noter que les indices chinois gagnent également du terrain grâce au redressement du secteur de l'immobilier. Concernant le coronavirus, le nombre total de décès a dépassé les 2,5 millions. Dans ce contexte, nous avons une annonce. Nous avons Johnson Johnson, l'action déjà qui a gagné 1,35% après que la FDA américaine a approuvé son vaccin Covid-19 à injection unique, donc qui nécessite une seule injection pour une utilisation d'urgence. Concernant les taux, le vice-président de la Réserve fédérale américaine, Clarida, a déclaré que les taux américains ne seront pas augmenter à moins que l'inflation de 2% et le plein emploi ne soient atteints. Il a également déclaré qu'il s'attendait à ce que l'inflation atteigne ce fameux niveau aux alentours des 2% d'ici la fin de l'année. Et c'est un retour des traders particuliers sur GameStop avec une hausse de la volatilité hier pendant la nuit. Les actions GameStop se sont échangées au cours de 200 $. Un mot du marché pétrolier. Selon certains médias, l'OPEP+ envisagerait d'augmenter la production de pétrole de 500 000 barils par jour à partir du mois d'avril. À noter également que l'Arabie Saoudite pourrait également cesser de réduire volontairement sa production de 1 million de barils en avril. Mais pour l'heure, les cours du pétrole poursuivent leur hausse. Une hausse qui a été largement favorisée hier après que l'EIA ait annoncé une baisse de production de 1,1 million de barils par jour aux États-Unis en raison de la vague de froid qui a frappé le Texas, le cœur de la production de brut américain. Et donc en conséquence, cette hausse du pétrole a permis au secteur de l'énergie plus largement de surperformer en progressant de 3%. Un secteur de l'énergie, comme toute valeur cyclique, qui profite également de cette pontification de la courbe des taux. Voilà, concernant le marché américain, on passe à présent, on va s'intéresser à la RBNZ qui a élargi son mandat pour prendre en compte l'impact de la politique monétaire sur le logement. On va parler des dollars, des antipodes lorsqu'on va aborder le marché des changes. Le Bitcoin se négocie légèrement au-dessus des 50 000 $. Et à noter que le rendement à 10 ans aux États-Unis est aux alentours de 1,40%, avec également un rendement à 30 ans qui atteint un niveau qui n'avait pas été égalé depuis l'année dernière. Alors donc concernant le calendrier économique du jour, on a pas mal de données en provenance des États-Unis. On attendra également tous ces discours de banquiers centraux de la Réserve fédérale américaine. Après Powell, ce sera à leur tour de s'exprimer. Mais on aura également les données concernant le PIB au T4, PIB aux États-Unis et les demandes d'allocation chômage à 14h30. Donc pas mal de données en provenance des États-Unis. Pour résumer, 14h30, rapport sur le PIB du quatrième trimestre. À la même heure, demande d'allocation chômage aux États-Unis et les commandes de biens durables pour le mois de janvier. Donc tout ça à 14h30, on peut s'attendre à de la volatilité, peut-être même une reprise haussière des indices. Tout dépendra bien entendu des chiffres. À partir de 16h, les ventes de maisons en attente pour janvier aux États-Unis. Et à 16h30, la variation des stocks de gaz naturel, le rapport de l'EIA, rapport hebdomadaire. Et aujourd'hui, on prendra également connaissance de certains résultats d'entreprises, principalement Plug Power. On en avait parlé avec le rapprochement de Plug Power avec Renault et Beyond Meat. Mais ce ne sera pas tout. Il y aura également Moderna avant l'ouverture du marché
Il y aura également Etsy après la fermeture du marché, Nicolas après la fermeture du marché et Salesforce après la fermeture du marché. Donc une séance plutôt chargée, que ce soit en termes de données macroéconomiques en provenance des États-Unis ou en termes de publication de résultats. Et on attendra principalement les favoris, hein, des investisseurs, ce seront Plug Power et Beyond Meat. On passe à présent sur le marché actions, les indices boursiers. On a pu constater un repli en début de séance, notamment du DAX, hein, qui est passé sous les 14 000 points. On est allé chercher le bas de nuage ici en données H4 aux alentours des 13 950. On est en train de se retirer, on repasse, on est très précisément sur la SSB du nuage en données H4, et donc il faut attendre de repasser au-dessus des 14 000 points pour espérer un retour aux alentours des 14 065. Dernier, bon après on a toute une zone de résistance entre les 14 065 et les 14 085. C'est plus ou moins ici ce gap, hein, que l'on... Et donc, lorsqu'on s'installera au-dessus, on peut envisager un retour en direction des précédents sommets. Pour le DAX qui a résisté, qui ne s'est pas replié sous son nuage et qui est en train de tenter de se redresser, mais ce n'est pas joué. Il faudrait clairement repasser au-dessus des 14 000 points et après s'affranchir de la zone de résistance que nous avons énoncée, qui est marquée également par le sommet de la veille. Le CAC 40 a fait mieux. Le CAC 40 a finalement atteint son objectif, sa projection d'osso d'AV. Un CAC 40 qui résistait, hein, depuis plusieurs séances. Et cela faisait longtemps, hein, qu'il devait atteindre cette projection. C'est vraiment une vague antérieure que l'on va retrouver. Je vais devoir dézoomer pour cela. C'est cette vague haussière qui a finalement qui touche à sa fin, et donc on atteint l'objectif aux alentours des 5815. On est même à 5820 à l'heure actuelle. Un CAC 40 qui résiste, un CAC 40 donc qui surperforme le DAX. Le Nasdaq retrouve des couleurs après avoir testé son nuage en données journalières. On est allé chercher la Kijun. Ici, c'est une forte résistance, hein, qu'on aura du mal à franchir. Ce sont les 13 325, surtout dans un tel contexte du marché obligataire qui pénalise ces valeurs technologiques principalement. On l'a dit, ça favorise les valeurs cycliques, le secteur de l'énergie qui a deux facteurs haussiers, la hausse du pétrole, mais également cette pontification de la courbe des taux. Mais ça pénalise les valeurs technologiques. Et on le voit ici, hein, avec un Nasdaq qui a le plus souffert récemment lors du sell-off, et un Nasdaq qui peine à retrouver des couleurs. Qu'en est-il en données intraday? En données intraday, on s'est rapproché ici à nouveau des 13 200 points. À présent, il faudra réussir à franchir les précédents sommets. Alors peut-être une résistance pourra être trouvée au niveau de cette ligne de coup. On va en afficher le rayon. Ça pourrait être une potentielle résistance en cas de percée haussière. Il faut se rappeler qu'il y aura des discours de membres de la Réserve fédérale américaine. Leur rôle sera de rassurer concernant l'inflation, et donc cela pourrait créer un biais haussier, notamment sur le Nasdaq, un Nasdaq qui devra donc s'affranchir de cette oblique baissière qui était une précédente ligne de coup d'une figure en ETE. S'il parvient, cela lui permettra de franchir son nuage et donc de revenir en direction des 13 827. Mais la prudence est de mise en cas de passage sous les 13 200 points. On pourrait aller chercher cette oblique haussière ici en bleu, dont on a invalidé le franchissement précédemment, hein, qui reliait les différents creux. Donc prudence, la situation est vraiment mitigée sur le Nasdaq, c'est assez risqué au vu du marché obligataire. Le S&P 500, lui, s'est rapproché d'un précédent sommet. C'était le sommet de l'épaule droite de cette figure en ETE, dont je vous le rappelle, on avait réalisé l'objectif théorique en allant chercher les 3820 points. Il faudra réussir à s'en affranchir ici pour aller chercher les 3957. Pour l'heure, on a franchi la Tenkan, et la prochaine cible est à 3900 points. Le seuil psychologique des 3900 points, une zone de support que l'on retrouve à ce niveau-là. Le Dow Jones a surperformé. Le Dow Jones n'a pas atteint encore, hein, ce seuil des 32 084 qui permettrait de finaliser cette
petite vague haussière. Il se replie actuellement à l'image de tous les indices américains, mais il pourrait se redresser. Le Dow Jones est bien celui qui arrive à tirer son épingle du jeu de par sa composante en valeur cyclique. Et donc, ce sont ces valeurs qui profitent actuellement de la pontification des courbes des taux. Visiblement, c'est l'économie réelle qui se redresse contre toutes ces valeurs qui avaient été utilisées comme des valeurs refuges, des valeurs technologiques qui résistaient très bien face à la pandémie. On retrouve vraiment un retour de l'économie traditionnelle, si je puis dire. Le Russell 2000, le Russell 2000 est allé chercher ici ce point-là, les 2300 points à la fermeture du gap, et donc le tout sera de s'installer au-dessus pour aller chercher de nouveaux records historiques concernant le Russell 2000 qui résiste relativement bien également et qui affiche une très belle progression depuis son précédent creux. Je vous rappelle que c'était le premier à nous avoir formé une figure en double top et à réaliser l'objectif théorique avant de rebondir. Ça a été un des précurseurs, ça a été le premier à donner le signal de baisse et le premier à retrouver des couleurs avec le Dow Jones. Rapidement, le Bitcoin, je vous rappelle que très prochainement, on va ajouter d'autres crypto-monnaies et le but n'est pas d'accélérer l'analyse des autres actifs. Donc, on va le faire progressivement pour les crypto-monnaies. Un Bitcoin qui repasse en dessous des 50 000 points, il faudra réussir à se hisser au-dessus. Hier, on a eu pas mal de ventes sur cette zone des 50 000 points, mais le support à 47 870 a tenu le coup. Donc pour l'heure, ça reste relativement stable. Attention tout de même à toute formation de figures en ETE sur le Bitcoin. On pourra avoir ici une ligne de coup à ce niveau-là. On pourrait consolider aux alentours en dessous des 50 000 et donc former d'autres épaules, comme on pourrait repartir en flèche en direction des précédents records historiques. Le Bitcoin est très volatile. Lorsqu'il démarre, ça peut aller très vite, mais la prudence est de mise sur le Bitcoin à l'heure actuelle. On passe sur le compartiment des matières premières. On va débuter comme à notre habitude par le gold qui fait face à un nouvel échec face à cette oblique haussière et qui se replie, qui est repassé sous les 1800 $ l'once à 1790 $ à l'heure actuelle. En données intraday, on est dans le nuage. Il faudra passer sous la Kijun pour aller chercher les 1781. En cas de franchissement de ce support, attention, on pourrait approfondir la baisse à 1764. On a parlé d'autres supports beaucoup plus éloignés qu'on pourrait très probablement atteindre. Et donc il ne faut pas voir cette baisse du métal jaune, cette éventuelle baisse, car elle n'a pas encore eu lieu, comme un changement de tendance majeur. Non, au contraire, c'est simplement une correction qui pourrait atteindre les 10%, certes, mais qui pourrait permettre au métal jaune de repartir de plus belle, et donc ce serait une réelle opportunité. Nous avons abordé lors de la vidéo matières premières et fondamentaux publiée hier les précédents supports. On a insisté dessus également en début de semaine avec la vidéo hebdomadaire publiée lundi, car nous avons parlé d'inflation, du gold, et nous avons parlé des rendements à 10 ans. Le pétrole WTI s'envole, le pétrole WTI en direction des 65 $. Il n'aura pas attendu longtemps. Voilà, donc j'ai besoin de dézoomer pour que cette oblique se remette correctement en place. Donc on se souvient ici, on avait eu pas mal de mal à passer cette oblique qui relie les précédents sommets depuis qu'on a rebondi ces directions les 65 $. C'est la cible pour le WTI, un WTI qui colle tout de même à la borne supérieure ici de ce petit canal aussi. On retrouve les 65 $ d'ailleurs à ce niveau-là, qui permettrait de finaliser cette vague haussière. Donc c'est un objectif qui est confirmé également par les projections d'Osoda. Après, effectivement, il faut garder en tête qu'on ne va pas y aller, on ne va pas percer, je pense, cette borne supérieure pour aller chercher directement les 65 $ et donc prendre 1,40 $ le baril en une séance, mais on va peut-être se replier légèrement pour repartir à la hausse et éventuellement, donc un repli qui pourra aller tester éventuellement le haut de nuage pour aller chercher par la suite les 65 $ dès qu'on aura une nouvelle qui permettra une impulsion haussière relativement forte. Hier, c'était le IA. À voir quelle sera la prochaine nouvelle. En tout cas, d'un point de vue technique, 65 $, c'est la cible. Pour le Brent, la cible est à 70 $. On est à 66, 70 également collé légèrement au-dessus de l'oblique haussière que je devrais peut-être ajuster d'ailleurs.
On est très précisément hein, sur l'oblique haussière, ça permet de relier ici ces deux sommets. Donc encore une fois, à voir si on pourrait assister à un léger repli pour s'approcher du nuage avant de repartir de plus belle en direction des 70 $ le baril. Je vous rappelle que le Brent, contrairement, je ne retrouve plus ce graphique Brent en données journalières, mais on va tout de même revenir sur le WTI. Le Brent est loin de son équivalent de cette oblique baissière qui relie les différents sommets quand le WTI l'a franchi, hein. Le Brent est encore assez loin et les 70 $, ça permettrait donc de répliquer une précédente hausse de 2008. On l'a abordé également hier lors de la vidéo matières premières et fondamentaux. On reste dans l'énergie, on parle du gaz naturel qui s'est rapproché du creux, qui tente de retrouver quelque peu des couleurs. On peut s'attendre à un test de la borne inférieure ici. Je vous rappelle qu'on pourrait marquer un léger sommet d'un point de vue ici, d'un point de vue saisonnalité, avant d'aller chercher un creux de court terme à la fin de ce mois de février. Ce creux de court terme pourrait nous permettre, alors je me base là-dessus, hein, sur la saisonnalité, ce creux de court terme pourrait nous permettre d'aller chercher la borne inférieure de ce canal haussier, et donc les 2,750. Après, on pourrait s'attendre à une hausse au début du mois de mars avant une série de replis pour le gaz naturel. On passe à présent, on ne va pas aborder d'autres matières premières qu'on a abordées hier dans le détail. On passe sur le marché des changes. Il se passe pas mal de choses, notamment l'affaiblissement du billet vert. Et cet affaiblissement du billet vert vient confirmer un scénario technique. Deux scénarios techniques que l'on avait émis. Voilà, tout simplement, ça parle le graphique parle de lui-même ici. On avait abordé ce double signal qui aurait pu être donné. Tout d'abord, le franchissement de la ligne de coup que l'on retrouve ici en pointillé en bleu, de cette figure en épaule, tête-épaule inversée, figure de retournement haussière, mais également une sortie du nuage par le haut. Le signal, c'était ça, la cassure de la ligne de coup, et la validation est en cours. C'est cette lagging span ici que l'on avait marqué par ce rectangle jaune qui devait s'affranchir de ces obstacles. Tout d'abord, il y avait les cours avant cela, et maintenant c'est la qui jaune et on s'y attaque directement. Et donc, c'est une double validation, si je puis dire. Tout d'abord le chartisme, et ensuite Ishimoku avec cette belle ETE inversée, épaule tête épaule inversée, et l'objectif théorique se trouve au-dessus des précédents sommets, donc direction les 1,2340 au moins, selon la théorie du chartisme, des figures de retournement. Belle figure qui est en train de se valider. On le voit ici en intraday, hein, c'est encore plus beau parce qu'on voit clairement, à partir du moment où il y a un franchissement de la ligne de coup, les acheteurs prennent clairement la main, hein, lorsqu'on avait du mal hein, précédemment. On va zoomer un petit peu, on le voit ici depuis le début de semaine, depuis mardi environ plutôt. On a vraiment du mal, personne n'arrive à prendre la main, que ce soit les acheteurs ou les vendeurs. Et là, clairement, les acheteurs ont pris la main lorsqu'il y a eu une cassure claire de la ligne de coup. Attention à cette résistance intermédiaire aux alentours des 1,22, 23 environ, qui pourrait permettre à l'euro-dollar peut-être hein, de marquer une pause. En tout cas, on a un beau signal sur l'eurodoll. L'USD4 qui est en train de s'effondrer. Et donc, nous avons ici la hausse du pétrole qui renforce le dollar canadien. Nous avons d'un autre côté le dollar américain qui perd du terrain. Donc, 1 dollar nous donne moins de dollars canadiens. Tout simplement, le CAD est beaucoup plus fort que le billet vert à l'heure actuelle. On va peut-être s'attarder sur les dollars des antipodes, mais plus particulièrement le NZD, le Kiwi, le NZD-USD. Il faut savoir que ces dollars des antipodes ont vraiment été les plus forts, hein, les plus performants en 2021. Nous avons eu un aussi en hausse de près de 3,7% depuis le début de l'année par rapport au billet vert. Nous avons eu un kiwi, donc le dollar néo-zélandais, qui a gagné plus de 3,4% depuis le début de l'année. Et le NZD pourrait progresser davantage. On a parlé de ce qu'a dit la RBNZ. Il y a une probabilité d'une hausse des taux actuellement qui a augmenté hein, suite justement à cette dernière décision hein, du gouvernement. Le gouvernement qui a ordonné, on en a brièvement parlé en début, à la RBNZ de prendre en considération le marché du logement. Alors le marché du logement, on en parle beaucoup. On en a parlé lundi également. C'est une composante de l'inflation.
C'est une donnée clé que l'on a abordée dans le détail. Et donc le gouvernement néo-zélandais qui demande à la RBNZ de prendre en considération ce marché-là, le marché du logement, pour ses décisions de politique monétaire. Il faut savoir que les prix du logement en Nouvelle-Zélande sont en nette hausse depuis la baisse des taux d'intérêt de la RBNZ à des niveaux historiquement bas. Et pour l'instant, on prend en considération ce fait de prendre en considération le marché du logement, c'est un signal potentiel d'une éventuelle hausse des taux. À noter que cet élargissement du mandat de la RBNZ rendra beaucoup plus difficile la réalisation des deux autres objectifs. Comme tout le monde, on en a parlé, Jérôme Powell en a parlé, l'inflation et l'emploi. Un fait marquant, il faut savoir que la RBNZ a été la première banque centrale des pays du G10 à adopter un objectif d'inflation en 1990. Et juste après ça, la plupart des pays ont suivi, ont copié, si je puis dire, cette approche. Donc est-ce qu'on est sur le début d'une nouvelle tendance d'intégrer le marché d'immobilier dans les mandats des banquiers centraux, des banques centrales? À voir, en tout cas la RBNZ est en train de le faire et donc les perspectives haussières pourraient se renforcer pour le NZD-USD. On va voir ce graphique en données hebdomadaires. On va utiliser deux outils qui fonctionnent plutôt bien, les retracements de Fibonacci, mais également les projections d'Osoda. Alors, à l'heure actuelle, nous sommes à 0,7459 et on pourrait aller chercher ce niveau des 0,7550 environ. Ça représente une projection d'Osoda V. Ça nous permettrait de finaliser cette vague haussière depuis le franchissement des retracements de Fibonacci à 38,2%, mais ça correspond également à l'un des retracements, au retracement le plus fort, le retracement de Fibonacci à 61,8%. Et donc c'est 0,75 environ, ce sera une réelle résistance. C'est la prochaine cible pour le NZD, USD. Et pour les retracements de Fibonacci, on se base sur la baisse qui a débuté à la mi-2014. Et donc ça nous permet d'avoir ces retracements-là. Et donc un bel objectif qui vient être confirmé également par les projections d'Osoda. Le GBP-USD qui a confirmé sa force, la livre sterling, hier on voit cette belle progression du GBP-USD, une belle progression qui est également visible sur le GBP-CHF qui est allé chercher hier sa résistance ici des 1,2887 avant de marquer une pause. On s'installe ici sur ce niveau de support des 1,2813 et donc des perspectives qui sont toujours haussières pour, j'allais dire pour le câble, pour le GBP CHF, mais également pour le câble, donc le GBP USD. On va terminer, alors tant qu'on parle de CHF, on a parlé du CAD CHF qui nous avait donné un beau signal et qui temporise quelque peu, mais ici nous avons un objectif à 0,7265, on va bientôt l'atteindre et en cas de franchissement, on irait directement à la prochaine cible, le CAD qui est renforcé par cette percée haussière des pétroles qui devraient progresser davantage, un WTI à 65 $, je vous le rappelle, et un Brent à 70 $, et donc cela nous donnerait une cible aux alentours des 0,73 490 en cas de franchissement de cette résistance. Et on termine ce Good Morning Market par l'USD CHF. Alors ici, des perspectives baissières, le billet vert donne des signaux de faiblesse. À noter que le SDCHF, on avait eu une belle figure de retournement pour cette paire. On avait eu une figure en ETE ici. Je vous mets en évidence les deux épaules et on va prendre la hauteur de la tête. Et donc, on avait réalisé l'objectif théorique. On est en train de patiner justement sur cet objectif théorique et on se replie. Et cette zone est en train d'être renforcée par la moyenne mobile simple à 200 périodes. Donc, c'est une résistance de taille. Donc, un repli pourrait intervenir pour l'USDCHF si la faiblesse du billet vert venait à se confirmer. Et la cible ultime, on a une première cible intermédiaire au niveau de la moyenne mobile simple à 50 périodes. Et la cible ultime serait à 0,87 850. C'est un précédent creux qui nous avait permis de tracer la tête de cette figure en ETE inversée dont on avait réalisé l'objectif théorique. Voilà, donc beaucoup de chartisme aujourd'hui sur le marché d'échange,
Sur ce, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market. Je vous souhaite une excellente séance de trading. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie également pour votre soutien. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.